Vous êtes en train de parler. Une conversation ordinaire avec quelqu'un que vous aimez, peut-être à table, peut-être au téléphone, et au milieu d'une phrase, il arrive. Ce silence d'une seconde, ce blanc. Le mot que vous cherchez est là, vous le sentez, il est juste derrière une porte fermée. Vous voyez sa forme, vous connaissez son sens, mais il refuse de franchir le seuil. Vous dites autre chose. Vous contournez. Vous faites semblant que ça n'a pas d'importance. Mais quelque chose à l'intérieur a pris note. Ou peut-être que c'est différent pour vous. Peut-être que c'est en posant votre café quelque part et en ne retrouvant plus où, 5 minutes plus tard. Ou en regardant le visage de quelqu'un que vous connaissez depuis 20 ans et en mettant un temps inhabituellement long à retrouver son prénom. Ou en relisant 2 fois le même paragraphe parce que la première fois, il ne s'est pas imprimé. Ces petites défaillances, vous les avez peut-être remarquées depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années, et il y a de fortes chances que vous ne les ayez jamais évoquées à voix haute, même à votre médecin, parce qu'elles semblent trop petites pour mériter une consultation, ou parce que vous avez peur de ce que le médecin pourrait en dire. Et il y a quelque chose d'autre. Une pensée que vous n'avez peut-être jamais formulée clairement, mais qui est là, en filigrane, depuis la première fois que ce mot vous a échappé. La pensée que cela va continuer. Que c'est le début de quelque chose. Que votre cerveau commence, doucement, à vous fausser compagnie. Je veux vous parler de cette pensée-là. Pas pour vous rassurer de façon superficielle, mais pour vous donner quelque chose de bien plus utile. Une compréhension réelle de ce qui se passe dans votre cerveau quand il vieillit, ce que l'alimentation fait ou ne fait pas à ces processus et comment vous pouvez, avec des gestes concrets et fondés, créer les meilleures conditions pour que votre cerveau continue à fonctionner aussi bien que possible, le plus longtemps possible. Je suis Sophie Laurent, médecin formée à l'Université Paris-Descartes. Et depuis 15 ans, j'accompagne des personnes de plus de 60 ans dans leur rapport à la santé. Dans ma pratique, la question de la mémoire et de la cognition revient avec une régularité qui dit quelque chose d'important sur nos peurs collectives. Et ce que j'ai appris au fil de ces centaines de consultations, c'est que la vérité sur le cerveau vieillissant est à la fois plus nuancée et plus encourageante que ce que la plupart des gens croient. Commençons par déconstruire quelque chose. Une croyance que je rencontre presque systématiquement et qui fait beaucoup de tort. La croyance que les pertes de mémoire après 60 ans signalent inévitablement le début d'une démence. Cette croyance est fausse. Et elle est nuisible. Parce qu'elle génère une anxiété qui, elle-même, biologiquement, nuit à la mémoire. Le cortisol, produit en excès sous l'effet du stress chronique, est l'un des agents les plus documentés de dégradation de l'hippocampe, cette structure cérébrale cruciale pour la formation des souvenirs. L'inquiétude d'oublier peut donc, paradoxalement, aggraver les oublis. Ce que la neurologie sait avec certitude, c'est que le vieillissement cognitif normal est un phénomène universel, progressif et en grande partie bénin. Il se manifeste principalement par un ralentissement de certains processus, pas par leur disparition. La mémoire à long terme, les connaissances acquises, le vocabulaire, le raisonnement complexe restent généralement très bien préservés jusqu'à un âge avancé. Ce qui ralentit, c'est la vitesse de rappel, la mémoire de travail à court terme, la capacité à faire plusieurs choses simultanément. Ces ralentissements sont réels, ils peuvent être gênants, mais ils ne sont pas une maladie. La maladie d'Alzheimer et les autres démences sont des pathologies distinctes, avec des mécanismes biologiques spécifiques, une progression caractéristique et des critères diagnostiques précis. Elles ne sont pas la continuation naturelle du vieillissement ordinaire. Moins d'un tiers des personnes de plus de 80 ans développent une démence, ce qui signifie que la majorité des personnes âgées ne la développeront jamais. Cette distinction mérite d'être intégrée profondément. Pas parce qu'elle est rassurante, même si elle l'est, mais parce qu'elle oriente différemment l'action. Si les oublis ordinaires ne sont pas la démence, mais sont en partie liés à des facteurs modifiables, notamment nutritionnels, métaboliques et liés aux habitudes de vie, alors il y a quelque chose à faire. Et c'est là que notre conversation devient vraiment utile. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans le cerveau vieillissant, avec une image qui m'a toujours semblé juste.
Imaginez votre cerveau comme une bibliothèque immense, construite sur plusieurs décennies. Des millions de livres, d'étagères soigneusement organisées, de couloirs parfaitement balisés. Pendant des années, vous pouviez trouver n'importe quel ouvrage en quelques secondes. Vous saviez exactement où chercher. Avec l'âge, la bibliothèque elle-même ne disparaît pas. Les livres sont toujours là, mais l'éclairage est peut-être un peu moins vif dans certains couloirs. Certaines étagères sont moins facilement accessibles parce que le plancher est légèrement inégal. Le bibliothécaire, c'est-à-dire la rapidité de vos processus de récupération, travaille toujours aussi bien, mais peut-être un peu plus lentement qu'avant. Ce n'est pas la bibliothèque qui brûle, c'est l'accès qui se complexifie légèrement. Et l'accès, contrairement à la bibliothèque elle-même, dépend de facteurs que vous pouvez influencer. Voici les mécanismes biologiques concrets derrière cette image. Avec l'âge, plusieurs transformations affectent le cerveau. La première est vasculaire. Les vaisseaux cérébraux, ces milliers de petits tuyaux qui irriguent chaque région du cerveau en oxygène et en nutriments, perdent progressivement une partie de leur élasticité et de leur efficacité. Les micro-inflammations liées au vieillissement, à l'alimentation déséquilibrée, au stress chronique, à l'hypertension non traitée, peuvent créer des micro-lésions dans la substance blanche cérébrale, ces voies de communication qui relient les différentes régions entre elles. Ces micro-lésions ralentissent les échanges d'informations. La deuxième transformation est neurochimique. La production de certains neurotransmetteurs, ces molécules messagères qui permettent aux neurones de communiquer, diminue avec l'âge. L'acétylcholine, dont nous avons parlé dans d'autres contextes, est particulièrement concernée. Elle joue un rôle central dans la mémoire et l'attention. Sa baisse progressive contribue directement aux difficultés de concentration et de rappel. La troisième transformation est structurelle. Les neurones eux-mêmes ne se renouvellent plus aussi facilement. Les connexions entre eux, les synapses, peuvent s'affaiblir si elles ne sont pas stimulées régulièrement. Pensez aux synapses comme à des ponts. Un pont qui n'est jamais traversé finit par se dégrader. Un pont régulièrement emprunté reste solide, s'entretient, parfois même se renforce. Et c'est là qu'intervient quelque chose de remarquable, que les neurosciences ont mis en lumière au cours des 2 dernières décennies, la neuroplasticité. Cette capacité du cerveau, à tout âge, y compris après 60, 70, 80 ans, à former de nouvelles connexions, à renforcer celles qui existent, à compenser partiellement les zones moins efficaces par d'autres zones plus actives. Le cerveau n'est pas un organe figé, c'est un organe vivant, adaptatif, capable de changements bien plus longtemps qu'on ne le croyait. Et cette neuroplasticité a besoin de 2 choses pour s'exercer, de la stimulation et des matériaux de construction. Les matériaux de construction, c'est précisément là que l'alimentation entre en jeu de façon non négligeable. Permettez-moi d'être très précis sur ce point, parce que c'est une zone où les affirmations excessives sont fréquentes et où la nuance scientifique est essentielle. L'alimentation n'est pas un traitement de la démence. Elle ne peut pas à elle seule renverser un déclin cognitif pathologique avancé, mais elle influence de façon documentée et mesurable plusieurs mécanismes qui soutiennent ou fragilisent le fonctionnement cognitif au quotidien. L'inflammation cérébrale, la santé vasculaire cérébrale, la disponibilité des précurseurs des neurotransmetteurs, la protection contre le stress oxydatif, la qualité du sommeil, qui est elle-même l'un des facteurs les plus importants de la consolidation mémorielle. Ces mécanismes sont influençables. Et si vos habitudes alimentaires sont pauvres en certains nutriments clés, corriger ces lacunes peut produire des améliorations réelles et perceptibles dans votre clarté mentale quotidienne. Alors quels sont ces nutriments et pourquoi sont-ils particulièrement importants après 60 ans ? Commençons par les acides gras oméga 3 à longue chaîne, le DHA et l'EPA, que l'on trouve principalement dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng. Le DHA est le principal acide gras structurel des membranes neuronales. Il constitue littéralement la matière de vos neurones. Sans lui, les membranes cellulaires perdent leur fluidité, leur capacité à laisser passer les signaux électrochimiques avec efficacité.
Les études sur les populations qui consomment régulièrement du poisson gras montrent de façon très consistante de meilleures performances cognitives et un ralentissement du déclin lié à l'âge. Après 60 ans, 2 phénomènes rendent cet apport encore plus important. D'abord, la conversion des acides gras oméga-3 végétaux, comme ceux des noix ou des graines de lin, en DHA et EPA actifs, devient moins efficace avec l'âge. Vous ne pouvez plus compter autant sur cette conversion. La source animale directe devient préférentielle si vous ne présentez pas de contre-indications particulières. Ensuite, l'inflammation de bas grade qui s'intensifie naturellement avec le vieillissement consomme davantage d'oméga-3 pour être modulée. Vos besoins augmentent au moment même où votre capacité à les synthétiser diminue. 2 à 3 portions de poisson gras par semaine constituent une base nutritionnelle solide pour la santé cérébrale. Ce n'est pas une dose médicamenteuse. C'est une alimentation équilibrée et cohérente avec les besoins réels de votre cerveau. Posez-vous cette question maintenant. Combien de fois mangez-vous du poisson gras dans une semaine typique? Pas du poisson en général, du poisson gras. Saumon, maquereau, sardines, anchois, harengue. Si la réponse est moins de 2 fois, votre cerveau reçoit probablement moins de DHA qu'il ne le souhaiterait. Parlons maintenant d'un groupe de nutriments dont le rôle dans la cognition est extrêmement bien documenté, mais souvent méconnu dans la population générale. Les vitamines du groupe B, et en particulier les vitamines B6, B9 et B12. Ces 3 vitamines travaillent ensemble dans un processus biochimique appelé le cycle de la méthylation. Ce cycle est impliqué dans la fabrication des neurotransmetteurs, dans la régulation de l'homocystéine, un acide aminé qui en excès dans le sang est associé à une augmentation du risque vasculaire cérébral et à un déclin cognitif accéléré, et dans la maintenance de la myéline, cette gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses et qui permet la transmission rapide des signaux. La vitamine B12 mérite une attention particulière après 60 ans. Son absorption dépend d'une protéine produite par l'estomac, le facteur intrinsèque, dont la sécrétion diminue avec l'âge. Certains médicaments, notamment les inhibiteurs de la pompe à protons dont nous avons parlé, réduisent encore davantage cette absorption. Or, la carence en B12 est l'une des causes nutritionnelles les plus fréquentes et les plus réversibles de difficultés cognitives chez les personnes âgées. Elle peut se manifester par de la fatigue mentale, des difficultés de concentration, un ralentissement de la pensée, parfois des troubles de l'humeur. Un dosage sanguin de vitamine B12 est un examen simple, peu coûteux, que je recommande à tous mes patients de plus de 60 ans tous les 2 ans au minimum. Si le taux est dans la partie basse de la normale, une supplémentation discutée avec votre médecin peut avoir des effets mesurables. Les sources alimentaires de B12 sont exclusivement animales, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Les personnes qui limitent fortement leur consommation de produits animaux après 60 ans doivent être particulièrement vigilantes et envisager une supplémentation. Est-ce que vous savez quel est votre taux de vitamine B12? Si vous n'avez pas eu ce bilan depuis plus de 2 ans, c'est une donnée qui mérite d'être vérifiée. Abordons maintenant quelque chose d'aussi fondamental, mais moins souvent associé à la mémoire. Le magnésium. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain. Dans le contexte cérébral, il joue un rôle spécifique dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité des connexions entre neurones à se renforcer lors de l'apprentissage et de la mémorisation. Des études sur des modèles animaux et des essais cliniques humains ont montré qu'une forme particulière de magnésium, le thréonate de magnésium, pénètre efficacement dans le système nerveux central et peut améliorer certaines mesures de la mémoire. Mais avant d'envisager une supplémentation, la question alimentaire mérite d'être posée. Les sources alimentaires de magnésium incluent les légumineuses, les noix et graines, les légumes verts à feuilles comme les épinards et la roquette, les céréales complètes, le cacao non sucré. Dans une alimentation occidentale contemporaine, appauvrie en légumineuses et en céréales complètes, les apports en magnésium sont souvent insuffisants. Et cette insuffisance peut contribuer à cette irritabilité, cette fatigue mentale, cette sensation de cerveau cotonné que certains décrivent. Le cacao mérite ici une mention particulière car il combine plusieurs propriétés intéressantes pour la santé cérébrale. Sa richesse en magnésium, sa teneur en flavonoïdes,
notamment la épicatéchine, qui améliore la circulation sanguine cérébrale, notamment dans l'hippocampe, selon plusieurs études bien conduites, et son effet sur le tonus émotionnel via la modulation de la sérotonine. Je parle bien entendu du cacao brut ou du chocolat noir à haute teneur en cacao, pas des produits sucrés industriels qui n'ont conservé qu'une petite fraction de ses propriétés. 1 ou 2 carrés de chocolat noir à 80% de cacao ou une cuillère à café de cacao brut non sucré dans une boisson chaude, quelques fois par semaine, c'est un plaisir culinaire qui a aussi une réalité biologique favorable pour votre cerveau. Parlons maintenant de quelque chose que l'on évoque rarement dans la discussion sur la nutrition cérébrale, mais qui mérite une place de premier plan. La choline. La choline est un nutriment essentiel, souvent classée avec les vitamines B, bien qu'elle ne soit pas officiellement une vitamine. Elle est le précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur dont j'ai mentionné le rôle central dans la mémoire et l'attention. Sans un apport suffisant en choline, la synthèse d'acétylcholine peut être limitée. Les œufs sont la source alimentaire la plus riche et la plus biodisponible en choline. Un seul œuf entier fournit une proportion significative des besoins quotidiens en choline. Or, l'œuf a été diabolisé pendant des décennies à cause de sa teneur en cholestérol alimentaire, une peur aujourd'hui largement révisée par la recherche nutritionnelle. Pour la grande majorité des personnes sans pathologie lipidique spécifique, la consommation de 2 œufs par jour n'augmente pas significativement le risque cardiovasculaire. Et les bénéfices pour la santé cérébrale sont documentés. Je vois régulièrement des patients âgés qui ne consomment presque plus d'œufs, soit par habitude ancienne liée aux recommandations d'une autre époque, soit parce qu'ils ont simplifié leur alimentation avec l'âge. Ces patients privés de choline manquent d'un précurseur important pour leur neurotransmetteur clé de la mémoire. Un ajustement aussi simple que réintégrer 2 à 3 œufs par semaine peut avoir des effets perceptibles sur la clarté mentale. Je veux maintenant vous parler d'un composé dont le nom est revenu souvent dans la recherche en santé cérébrale ces dernières années. La curcumine, le principe actif du curcuma. Soyons rigoureux sur ce point, parce que le curcuma fait l'objet de nombreuses affirmations exagérées sur Internet. Ce qui est réellement documenté est déjà remarquable sans avoir besoin d'être amplifié. La curcumine est un polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes documentées. Dans le contexte cérébral, plusieurs études ont montré qu'elle peut réduire certains marqueurs inflammatoires associés au vieillissement neurologique. Elle stimule la production du BDNF, le facteur neurotrophique cérébral, une protéine qui joue un rôle dans la survie et la croissance des neurones. Et certaines études cliniques ont montré des améliorations mesurables sur des tests d'attention et de mémoire de travail chez des adultes âgés après une supplémentation en curcumine biodisponible. Le problème de la curcumine dans les aliments est sa très faible biodisponibilité. Elle est mal absorbée par le tube digestif si elle est consommée seule. La pipérine, le composé actif du poivre noir, augmente très significativement son absorption. Combiner curcuma et poivre noir dans vos préparations culinaires est donc une façon simple d'améliorer l'efficacité de cet apport. Intégrer le curcuma dans votre cuisine, dans les currys, les soupes, les légumes sautés, les vinaigrettes, avec du poivre noir, est une habitude alimentaire qui a une réalité biologique favorable. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une solution miracle. C'est un condiment aux propriétés anti-inflammatoires réelles que vous pouvez consommer quotidiennement sans effet secondaire et avec un intérêt documenté pour la santé cérébrale. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un élément de la nutrition cérébrale qui dépasse les nutriments individuels et qui est peut-être le plus déterminant de tous, la stabilité glycémique. Votre cerveau est très particulier dans son rapport à l'énergie. Il ne peut pas stocker de glucose. Il doit en recevoir en permanence, de façon continue et stable, de la circulation sanguine. Quand la glycémie fluctue fortement, quand elle monte puis redescend brutalement après un repas riche en sucre rapide, le cerveau traverse des cycles d'abondance et de disette énergétique qui affectent directement sa performance. Ces fluctuations, sur le long terme, créent aussi une inflammation systémique. Le phénomène de glycation, dans lequel le sucre se lie aux protéines et les altère, touche aussi les protéines cérébrales et les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Ce que l'on appelle le régime à index glycémique bas
c'est-à-dire une alimentation privilégiant les glucides à absorption lente, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes, les fruits entiers, les sources de protéines et de bonnes graisses, favorise une glycémie stable. Et une glycémie stable est l'un des meilleurs environnements que vous puissiez offrir à votre cerveau pour fonctionner de façon régulière et efficace. Avez-vous remarqué que votre concentration est meilleure à certains moments de la journée et plus laborieuse à d'autres? Que vous avez parfois ce fameux coup de barre de l'après-midi où les mots ne viennent plus et où les idées semblent ralentir? Ces variations peuvent être le reflet de votre courbe glycémique et elles sont modifiables par ce que vous mangez et quand vous le mangez. Je veux maintenant vous parler des signaux qui méritent une consultation médicale, parce que distinguer le vieillissement cognitif normal de ce qui nécessite une évaluation est une responsabilité que je prends très au sérieux. Les oublis normaux liés à l'âge ont des caractéristiques spécifiques. Ils concernent principalement la rapidité du rappel, pas la perte des souvenirs eux-mêmes. Vous retrouvez le mot un peu plus tard. Vous vous souvenez où vous avez garé la voiture, après un moment de réflexion. Vous oubliez parfois un rendez-vous, mais vous le retrouvez en consultant votre agenda. Ces oublis sont bénins. Ils sont universels. Ils ne progressent pas rapidement. En revanche, certains signaux méritent une consultation sans attendre. Des oublis qui progressent rapidement sur quelques mois, des difficultés à accomplir des tâches habituelles que vous maîtrisiez parfaitement, cuisiner une recette connue, utiliser un appareil familier, gérer ses finances. Une désorientation dans des environnements connus. Des changements de personnalité ou d'humeur inexpliqués, des difficultés de langage qui s'aggravent, pas seulement un mot qui échappe parfois, mais une difficulté croissante à construire des phrases, à suivre une conversation complexe. Ces signes méritent une évaluation neuropsychologique et médicale, pas par anxiété, mais par prudence et par honnêteté envers votre propre santé. Maintenant, laissez-moi vous guider vers ce que vous pouvez mettre en place concrètement, en 3 niveaux progressifs. Le premier niveau, le plus immédiat, concerne ce que vous mangez dans les prochains jours. Sans grand changement, sans bouleversement. Juste quelques ajouts et quelques questions. Ajoutez une portion de poisson gras 2 fois cette semaine. Réintégrez des œufs si vous les avez réduits. Ajoutez une poignée de noix ou de graines à votre petit déjeuner ou à une collation. Incorporez du curcuma avec du poivre noir dans un plat cette semaine. Et examinez votre consommation de sucre rapide en début de journée. Si votre petit déjeuner est principalement composé de produits sucrés ou de pain blanc, envisagez de le rééquilibrer progressivement avec des protéines et des glucides à absorption plus lente. Ces ajustements ne révolutionnent pas votre alimentation, mais ils commencent à nourrir votre cerveau différemment. Le deuxième niveau est celui des habitudes profondes, celles qui demandent plus de temps, mais dont l'impact est plus durable. La régularité des repas, qui soutient la stabilité glycémique. La réduction progressive des produits ultra-transformés, qui génèrent une inflammation systémique chronique. L'augmentation des légumes, en particulier des légumes verts, à feuilles riches en folate, en magnésium et en lutéine. Le bilan nutritionnel avec votre médecin, incluant la vitamine B12, la vitamine D dont la carence affecte aussi la cognition et éventuellement le taux de magnésium érythrocytaire. Et la réduction de l'alcool, dont les effets négatifs sur la mémoire et la plasticité cérébrale sont bien documentés, particulièrement après 60 ans. Le troisième niveau est celui de la vision long terme. Et il ne concerne pas seulement l'assiette. Il concerne l'écosystème complet dans lequel votre cerveau vit. Le sommeil est l'un des facteurs les plus puissants de protection cognitive. Pendant le sommeil profond, le système glymphatique, ce réseau de nettoyage cérébral, élimine les déchets métaboliques accumulés pendant la journée, notamment des protéines associées au déclin neurologique. Un sommeil suffisant, de bonne qualité, est aussi important pour votre cerveau que tout nutriment que vous pourriez ingérer. L'activité physique régulière, même modérée, augmente la production de BDNF, stimule l'hippocampe, améliore la circulation cérébrale, réduit l'inflammation et le cortisol. C'est l'un des agents les mieux documentés de préservation cognitive sur le long terme. La stimulation intellectuelle, sociale, créative entretient les connexions synaptiques. Une conversation riche, un livre, un instrument de musique,
un jeu de stratégie, l'apprentissage d'une langue, ces activités ne sont pas seulement des plaisirs. Elles sont du travail de maintenance pour votre bibliothèque neuronale. Et la gestion du stress chronique, qui passe par tout ce qui vous permet de retrouver un état de calme régulier, la nature, la méditation, la respiration, la musique, le mouvement, le jardinage, est une forme de soin pour votre hippocampe que aucun nutriment ne peut remplacer seul. Votre cerveau, à 60, 70, 75 ans, est toujours un organe vivant, plastique, capable d'adaptation et de régénération partielle. Il n'est pas en déclin inévitable. Il est en transition. Et comme toute transition, elle peut être traversée avec ou sans préparation, avec ou sans ressources, avec ou sans conscience de ce qui se passe. Vous êtes maintenant mieux équipé pour l'accompagner. Pas avec des espoirs excessifs, pas avec des peurs non fondées, mais avec une compréhension réelle, avec des gestes concrets et avec la conviction médicalement étayée que ce que vous faites aujourd'hui pour nourrir et protéger votre cerveau compte. Pas pour dans 20 ans seulement, pour demain matin, quand vous chercherez ce mot, et qu'il reviendra. Je m'appelle Sophie Laurent. Et si vous repartez de cette conversation avec une seule chose, que ce soit ceci, votre cerveau n'a pas besoin de miracle. Il a besoin de vous, de votre attention, de votre constance et des bons matériaux jour après jour.